Ingrid Falaise. Ingrid, bonsoir. Tu reviens avec une deuxième saison du documentaire « Femme, je te tue ». J'ai pas dormi de la fin de semaine. J'ai regardé ça. C'est pas facile. Mais c'est très pertinent et essentiel. Mais c'est malheureusement nécessaire. Il y a eu 21 féminicides en 2021. Il y a eu 14 féminicides en 2022. Et on est rendu à 3 féminicides qui sont confirmés là. Hier, il y en avait un qui a été Exactement. confirmé. Ça, Julie, c'est sans parler des enfants qui sont assassinés et c'est sans parler des enfants qui deviennent orphelins parce qu'ils ont perdu leur maman. Donc, ça découle, hein? C'est vraiment des dommages collatéraux également. Le premier épisode, c'est le féminicide d'une adolescente qui s'appelle Brigitte Serre. Elle a 17 ans au moment de l'assassinat, ce qui est l'âge de mon fils. Quand le coroner a parlé, il peut même pas dire... Il dit c'est impossible de dire quel coup qui était fatal. On peut pas dire de quoi qu'elle est morte, lequel. S'il y en a trop, c'est impossible. Son dos était petit. Pour 72 coups de couteau, elle ne peut plus m'avoir. Arrêtez de dire que la fille est à mauvais endroit. C'est lui, il n'aurait jamais dû être sur la rue. Le lendemain du meurtre, Sébastien Simon est allé voir un tatoueur et là, il s'est fait tatouer « Born to kill, born to die ». Parce que même pas longtemps après, c'est... Comment qu'elle s'appelle, beau parti? Elle nous blâmait d'avoir laissé travailler de nuit. Que fait une jeune fille mineure dans un travail de nuit? Comment se fait que les parents acceptent que leurs enfants travaillent la nuit? Avoir des propos comme ça, c'est tellement, je vais le dire, un manque de respect, c'est tellement un manque de sensibilité puis de compréhension de la situation. Puis je trouve ça violent envers les parents qui viennent de perdre leur fille de 17 ans de 72 coups de couteau. Moi, ça passe pas, là. C'est tellement troublant, c'est tellement dérangeant. Il y a malheureusement, on dirait une banalisation. Et heureusement, vous faites en sorte que ça n'en soit pas. Parce que ce qu'il y a de troublant, Patrice, là, c'est pas qu'elle avait 17 ans puis qu'elle travaillait de nuit. Ce qu'il y a de troublant, c'est que comment ça se fait que cet homme-là était là. Ce gars-là, Sébastien Simon, a fait tous les centres jeunesse de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Et il y a vraiment une problématique sociétale à ce niveau-là. Parce qu'à l'âge de 18 ans, on lui dit « Merci, bonsoir, tu peux sortir dans les rues, va vivre ta vie ». Qu'est-ce que ça crée comme humain, ça? Un enfant qui a été de centre jeunesse en centre jeunesse, qui a été barouetté d'un bord puis d'un autre, puis que là, qu'on abandonne dans la rue comme ça, et qui est extrêmement violent, et les gens le savaient à l'intérieur des centres jeunesse qu'il était très violent. Donc, il y a vraiment une grosse problématique sociétale à ce niveau-là. Puis un an plus tard, il assassine une jeune fille de 17 ans qui était sur son lieu de travail. Mais c'est pas nécessairement de la faute des gens qui sont en centre jeunesse, c'est le système qui, une fois que tu as 18 ans, te prend pas en charge plus longuement. Absolument. Et Sébastien, on apprend dans le film qu'à 9 ans, il se droguait, il prenait de l'alcool aussi. Il vient d'un milieu familial extrêmement violent aussi. Donc, il va reproduire cette violence-là. Mais on le sait que dans 50 des cas, les enfants qui ont été violentés deviennent violents aussi. Donc, lorsque le système le sait, bien, il faut qu'il prenne en charge cet enfant-là d'une façon différente et qu'il l'accompagne aussi. Donc, c'est vraiment une problématique sociétale là, qu'on vit. Puis, son père dit elle a sauvé d'autres femmes. Oui. Bien, elle a sauvé d'autres femmes parce qu'il aurait continué probablement. C'est ce qu'on soupçonne. Quand tu te fais tatouer « Born to kill, born to die », c'est que c'est ça ton modus operandi, puis c'est comme ça que tu veux fonctionner, puis c'est ta façon de penser. Puis il a réussi à refaire sa vie. Il a demandé des sorties, lui, hein? Il a demandé 2 sorties qui ont été refusées parce qu'il est encore un très grand danger pour la société. Mais il va sortir éventuellement. Mais c'est pas lui qui s'est marié, hein? Il s'est marié avec son agent de libération conditionnelle à l'intérieur, à l'intérieur des murs, je crois, oui. Donc, on voit toute la problématique. Donc, tu es agent de libération conditionnelle, tu te maries, puis là, il demande des sorties. Parce qu'il va sortir, là. Bien, éventuellement, on vit dans une société comme ça qui, une fois que ta peine est terminée, bien, tu sors. Donc, il y a vraiment un danger qui est imminent pour les femmes qui vivent dans notre société. En fait. Mais au bout de la peine, est-ce qu'ils font une évaluation psychiatrique? Est-ce que tu es en mesure de sortir ou ils font « t'as fait ton temps, ressort ». Bien, il y a des agents de libération, oui, il y a des suivis, mais est-ce que c'est assez? Puis souvent, est-ce qu'on les échappe
Bien, on échappe beaucoup, puis les récidives sont énormes. Ça a été prouvé dans la saison 1. On l'a vu avec Marilyn Lévesque. Il est sorti et il a récidivé. Donc, je pense qu'il faut mettre en place certaines actions, comme par exemple, bon là, on le fait, mais les bracelets anti-rapprochement, ça peut être un filet de sécurité. La problématique, c'est qu'à l'intérieur des murs, il n'y a pas de thérapie qui est basée sur la responsabilisation. Puis c'est ça la base, c'est qu'il faut responsabiliser l'homme, parce que là, on parle des hommes. Là. Il y a des gens qui sont alcooliques, il y a des gens qui vont vivre beaucoup de sévices lors de leur jeunesse et qui seront jamais violents. C'est un choix qu'on fait. Et la problématique, c'est qu'à l'intérieur des murs, il n'y a pas de suivi psychologique. Oui, il y en a, mais tout le monde est mis dans le même bateau. Donc, si tu vis, par exemple, si tu as fait vivre de la violence conjugale, bien, il n'y aura pas de thérapie de responsabilisation à long terme concernant la violence conjugale. Tout le monde est mis dans le même bateau et ça, c'est terrible. Le 3e épisode, c'est celui qui m'a... Comprends-moi bien, là, tous les épisodes m'ont bouleversée, mais le 3e est vraiment venu me chercher parce que c'est une histoire de violence conjugale. Le père est violent envers la mère. Et il y a des signes. Tu sais, c'est pas vrai là, qu'il n'y a pas de signes. Et c'est ça que ça fait bien ressortir la série aussi. Il y a des signes, mais on veut pas les voir, on veut pas les écouter et on veut pas les dénoncer. C'est pas de nos affaires. Le spot de nos affaires est omniprésent à petit et à grand niveau. Le 23 mai 2006, Jimmy El Chamouri, un adolescent de 15 ans, rentre chez lui après l'école en autobus. Je me dis, OK, j'ai mal au cœur, j'ai de la misère à respirer, je suis pas bien, puis je voulais retourner chez moi. Ce qu'on sait, c'est que les enfants comprennent et en savent davantage que ce que les adultes autour d'eux peuvent penser. À 15 ans, t'es pas censé réfléchir comme ça, mais je me dis, OK, je me sens pas bien. Ça, c'est un indice. Maman répond pas. Ça, c'est un autre indice. J'arrive à la maison, j'essaie d'ouvrir la porte avec ma clé, mais c'est barré à l'intérieur. À partir de là, je savais qu'il y avait un lien avec mon père. Ce qui est épouvantable dans cette histoire-là, c'est qu'il y a de la violence conjugale. La violence conjugale touche les enfants. Et là, on entend... C'est-à-dire qu'il n'est pas violent avec les enfants, mais sont témoins. Bien, être témoin de violence conjugale, c'est de la violence. T'es victime de violence. Bien, c'est ce qu'on comprend grâce à ton documentaire, Ingrid. C'est ça que je trouve fascinant, parce que tu nous éveilles à ça. Oui, puis ça a des répercussions sur les enfants. Puis souvent, on va penser qu'ils sont turbulents, TDAH. Imagine si tu es un enfant, tu passes la porte de ta maison, tu rentres dans une maison qui est dangereuse parce que papa frappe maman, parce que c'est dans un climat de terreur. Puis les enfants se réfugiaient dans le sous-sol, c'est ce qu'ils racontent. Et se protégeaient. Là, tu penses à protéger ta mère. Là, tu dors pas, t'entends des cris sans arrêt. Puis des fois, la plus vieille allait pour protéger sa mère, descendait, protéger ses frères. C'est vraiment très bouleversant. Puis il y a un autre élément, c'est que la grand-mère qui venait du Liban est allée visiter ses petits-enfants puis sa fille pour la première fois. Et elle s'est trouvée sur le chemin de l'homme violent. Et la déclaration de Jimmy au policier, je vous invite à l'écouter, c'est très troublant. C'est à fendre le cœur, oui, effectivement. Là, tout d'un coup, je vois quelque chose de noir. Là, je vois un pied, une jambe. C'était ma grand-mère qui avait ses souliers noirs puis ses collants noirs. Puis là, je vois du sang à côté. Je vois juste ça. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est sûr qu'ils sont à l'intérieur puis que mon père est probablement à l'intérieur. Quand la police est arrivée, j'ai dit, il y a 3 personnes à l'intérieur. Prenez soin des 2 femmes seulement. Les policiers vont faire la macabre découverte sur place de 3 corps. Il a dit, prenez soin des deux femmes seulement. Ça sort de la bouche d'un enfant, puis il était beaucoup plus jeune que ça dans le temps. Il avait 15 ans. Oui. Et à l'âge de 15 ans, c'est pas normal de nommer ça. Et c'est même pas normal de pouvoir anticiper que ça puisse arriver, tu comprends? Ça... Aïe, 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 oui, mais excusez-moi, chaque jour, il l'anticipait. Et ça arrive. Ça arrive, on a mis en lumière cette histoire-là, mais le nombre d'enfants qui vivent dans la terreur de leur propre maison, c'est terrible. Et je trouve qu'on a un devoir en tant que société d'être un village, de protéger nos enfants, de les écouter, d'aller plus loin. Dès qu'on a une alarme, là, on agit. Dans ce cas-ci, de protéger nos femmes. Tu sais, cette situation-là est mise en lumière au grand jour parce qu'il y a un décès au bout de ça. Oui, parce qu'il y a un décès, puis tu as tout à fait raison. Mais sinon, combien de fois ça arrive? Exactement. Ce qu'il faut mettre en lumière,
lumière, c'est le contrôle coercitif. On entend les histoires de féminicide, on entend les histoires qui sont rocambolesques et qui peuvent faire une série, mais le contrôle coercitif, c'est ça qu'il faut changer dans la loi et c'est ça qu'il faut mettre en lumière. La violence conjugale, c'est pas un coup de poing d'en face, c'est tout le micro-contrôle, la perte de liberté des femmes. Et là, il y a des hommes aussi qui vivent du contrôle coercitif, c'est important pour moi de le dire. Mais ça se passe sur les enfants également. Ils vont vivre du contrôle toute leur vie. C'est au moment de la séparation que la violence est encore plus dangereuse. Oui, parce que... Ça ressort bien dans la série. Oui. Ingrid, on va poursuivre la conversation. Je viens d'une famille où il y avait de la violence. Je sais. Et ça m'a beaucoup touchée. Alors, après la pause, on reçoit la sœur d'une victime de féminicide qui témoigne dans Femme, je te tue. Elle se joint à nous 7 ans après le meurtre de sa sœur. Comment survivre à cette horreur?